c'est là où effectivement, quand le Soleil, par rapport à l'hémisphère nord, c'est là où le Soleil monte le plus haut dans l'hémisphère nord. Alors, en fait, on appelle aussi, donc, dans le, disons, en astronomie, on appelle, il y a deux types d'années, mais on reviendra sur la deuxième type d'année. Il y a ce qu'on appelle celle qui est marquée par ces solstices et ces équinoxes. En fait, l'année solaire tropique. Et sa définition, c'est le temps qu'il faut pour que le Soleil reprenne exactement la position qu'il avait au moment du point vernal, c'est-à-dire du début du printemps, en fait. Une année, c'est techniquement le temps que prend le Soleil pour faire... En fait, c'est un mouvement apparent, puisqu'on sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais vu de la Terre, c'est le temps qu'il faut pour que le Soleil parcourt ce moment-là. Donc, c'est ce temps qui s'écoule, en fait. C'est un... Alors, pourquoi? Alors, ce qui est important aussi, qui est un autre facteur, et là, on rentre un peu plus dans l'astronomie, c'est que, effectivement, alors, on le rappelle, donc, la Terre est un satellite du Soleil, c'est-à-dire qu'elle orbite, elle tourne autour du Soleil régulièrement, alors en 365 jours, un quart, enfin environ. Là, encore une fois, il y a différentes façons de le calculer. Et il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte et qui explique les saisons, en fait. C'est-à-dire que la Terre, dans son mouvement autour du Soleil, n'a pas un axe, puisqu'elle tourne sur elle-même, donc elle fait une circonvolution de 24 heures, en fait, en 24 heures, mais elle n'est pas, effectivement, l'axe de rotation n'est pas perpendiculaire à ce qu'on appelle le plan de rotation autour du Soleil. En fait, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés. Alors, on sait que 90 degrés, c'est un angle droit, donc ça fait en gros un quart d'angle droit, à peu près. Alors, cette caractéristique, cette inclinaison de l'axe de rotation produit ce qu'on appelle les saisons. C'est-à-dire que quand effectivement on est... Alors, par exemple, on va comprendre, mais il faudrait imaginer qu'on a effectivement là, entre les mains, une orange, et que cette orange, on l'incline dans sa rotation. Effectivement, quand elle est dans ce point, effectivement, qui correspond où le soleil éclaire plus, les rayons du soleil éclairent plus l'hémisphère sud, c'est-à-dire qu'en fait, on est proche du solstice d'hiver, à ce moment-là, on voit que la partie de l'hémisphère sud est plus éclairée et que dans l'hémisphère nord, on reçoit moins de rayons de soleil, en fait. Donc, il y a un réchauffement aussi qui est combiné, en fait. Et c'est l'inverse, évidemment, quand on va venir en été. Et là, au solstice d'été, on a la partie de l'hémisphère nord qui, elle, est tournée, enfin bon, il faudrait le faire comme ça, est tournée vers le soleil, en fait, et reçoit plus de lumière solaire que l'autre partie. Donc, pour résumer, en fait, les solstices et les équinoxes sont inversés entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et il y a aussi une influence sur les saisons, en fait, sur les températures moyennes, en fait. Alors, il y a évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire sur les équinoxes, le symbolisme des solstices et des équinoxes. En fait, dans toutes les traditions,
on trouve plusieurs choses qui marquent la célébration des solstices en particulier. Parce que ça soit dans les cultures païennes, dans les cultures religieuses, en fait, et par certaines fois, une réappropriation, effectivement, de certains symbolismes. Et puis, par exemple, bon, on peut citer, bon, ben là, on parle, par exemple, le solstice d'été. En fait, il y avait effectivement dans l'Égypte antique, c'était ce qui correspondait à peu près à l'arrivée des crues du Nil, en fait. Et ça marquait le début d'une nouvelle année. Chez les Romains, c'était l'approche, le 20 juin, des Summanus, c'est-à-dire en fait du dieu des orages nocturnes. On sait qu'après, effectivement, on n'entend pas là? Oui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qu'on va fermer. Voilà, c'est fait. Voilà, merci de bien garder vos micros ouverts, sinon ça fait effectivement des parasites fermés, pardon. Excusez-moi, donc décidément, on a un peu de mal à faire un multitâche, on n'est pas un vrai ordinateur. Alors, donc, dans le solstice d'été était l'occasion effectivement de fête qui annonçait chez les Romains les orages qui vont se produire effectivement en été. C'est une période où il y a la chaleur qui produit de l'évaporation et qui produit des orages. Dans les tribus amérindiennes, il y a aussi la danse du soleil, etc. On connaît aussi des monuments qui sont très célébrés, comme par exemple en Angleterre, Stonehenge, et des foules se rassemblent pour voir le lever du soleil au moment du solstice, qui est effectivement ces pierres qui sont en cercle, sont parfaitement alignées, et donc on voit effectivement le soleil se lever entre les pierres. Donc il y a des gens tous les ans, c'est bondé de monde qui viennent voir effectivement ça. Et on peut citer aussi la grande pyramide de Khéops en Égypte, en fait. Cette grande pyramide avait plusieurs caractéristiques. C'était un peu comme une horloge cosmique, en fait. Et elle avait la caractéristique, au moment de l'équinoxe, de non, je pense que c'était le solstice, de s'illuminer à moitié parce qu'effectivement, les faces n'étaient pas, elles étaient recouvertes de plaques sur sa partie extérieure, qui ont disparu aujourd'hui, mais en fait, on le voit bien, l'alignement des pierres est tel que, en fait, il y avait un angle, en fait, entre les deux demi-faces de la pyramide, c'est-à-dire les deux triangles verticaux, à gauche et à droite, et qui fait que, à ce moment astronomique particulier, il y avait une zone qui était dans l'ombre et l'autre était éclairée. D'autre part, il y a des astronomes qui ont étudié effectivement la configuration de la grande pyramide et qui disaient qu'elle était plate en haut parce elle était utilisée pour porter un aumon, c'est-à-dire un espèce de ce qui est comme ces tiges d'un cadran solaire, si on veut, et permettait effectivement de faire des mesures astronomiques. Alors, c'est pas étonnant, on en reparlera tout à l'heure, effectivement, de la Grande Pyramide, parce qu'elle est très, très particulière. Dans le christianisme, en fait, donc il y a la fête de la Saint-Jean, le 24 juin. Bon, c'était des fêtes païennes qui ont été, entre guillemets, récupérées ou rebaptisées, en fait. Saint Jean-Baptiste a été déclaré, on a déclaré sa fête à ce moment-là. Et puis à Noël, pour le solstice d'hiver, c'est le 25 décembre aussi. Alors, il faut voir évidemment le solstice d'hiver aussi, c'est quelque chose qui était très vénéré parce qu'il marquait effectivement la période de préparation pour l'hiver, pour les jours qui allaient être effectivement courts, et puis en attendant le printemps.
Et donc, ça marquait un repère pour certaines activités, pour préserver effectivement, faire des réserves, etc. Et puis pour préparer certaines cultures, en fait. Certains chercheurs pensent que c'était déjà le cas au néolithique, en fait. Mais on retrouve dans toutes les traditions universelles cette célébration de ces solstices, en fait. Par exemple, on va retrouver ces Saturnales chez les Saturnales chez les Romains. En Inde, on va retrouver le Makar Sankranti, c'est-à-dire effectivement l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne et qui marque effectivement le début dans le zodiaque sidéral, qui marque le début de cette montée du soleil, effectivement, à ce moment-là, en fait. Voilà. Alors, ceci pour dire qu'il y a une dernière chose qu'on peut dire aussi, c'est que si on se limite à cette année, on va dire commune, laïque, qui est l'année grégorienne, en fait, on peut voir un symbolisme entre le jour le plus court, en fait, la montée progressivement jusqu'à Pâques, qui correspond à peu près effectivement au printemps, et puis ensuite, après, au solstice d'été, en fait, et puis donc on va redescendre effectivement avec l'équinoxe, et puis à nouveau le solstice d'hiver. En fait, dans la tradition, on va dire, initiatique, on est invité à voir effectivement, et c'est pour ça qu'on trouve la nativité de Jésus qui a été placée à ce moment-là, alors qu'on n'a aucune idée vraiment. D'abord, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né historiquement, et puis encore moins la date de naissance, mais ça a été placé parce qu'effectivement, c'est un symbolisme de la montée du pouvoir spirituel, effectivement, dans ce contexte. Et puis, donc, on pense à la résurrection qui est associée à Pâques, c'est-à-dire effectivement à l'équinoxe, donc de printemps. Alors, ce sont des symboles qui ont été développés, qui ne concernent que cette année cyclique, on va dire commune. Maintenant, la théosophie attire notre attention sur un autre aspect qu'on va développer maintenant, et qui est peut-être encore plus important parce qu'il nous concerne collectivement et il n'est pas forcément évident à voir. C'est pas en voyant on va dire le train-train de l'année solaire, disons tropique, qu'on peut s'en apercevoir. En fait, il y a ce qu'on appelle l'année sidérale. Alors, l'année sidérale, c'est une définition, effectivement, qui est... l'année solaire sidérale, c'est le temps que met la Terre pour effectuer une révolution autour du Soleil, mais non pas en prenant le printemps comme repère, le premier jour du printemps, mais en prenant une étoile fixe, parce que la Terre et le Soleil sont entourés de ce qu'on appelle des étoiles fixes, en tout cas au premier degré, peut-être même au troisième ou au quatrième degré. Ce sont des points qu'on considère comme fixes parce qu'elles sont extrêmement éloignées de la Terre. Donc quand on prend un point de référence et qu'on regarde la durée de l'orbite de la Terre en prenant ce point de repère pour revenir à ce point de repère, on arrive à une année qui est appelée l'année sidérale et qui s'écarte d'une année tropique de 20 minutes et 24 secondes. Alors ça paraît pas grand-chose, mais au niveau astronomique, c'est énorme en fait. 20 minutes et 24 secondes, tous les ans. Effectivement, alors cette année, c'est pour un astronome, les astronomes anciens, c'était quelque chose qui était facile à repérer, parce qu'ils prenaient
toujours la même étoile, par exemple, une étoile qu'ils pouvaient voir facilement de là où ils étaient, et puis ils mesuraient effectivement le temps par rapport à ça. Et donc, c'était une mesure qui a été très utilisée par les astronomes anciens et qu'on retrouve dans les grands textes d'astronomie, en fait. Alors, pourquoi cette année sidérale est importante? En fait, sidérale, ça vient du mot étoile, en fait. Hein. Ça veut dire l'étoile, l'année repérée par rapport aux étoiles, en fait, par rapport à une étoile. Parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle la précession des équinoxes. On est obligé de parler de ça parce que c'est un petit peu technique, mais on espère que c'est pas trop difficile à suivre. La précession des équinoxes, Blavatsky, dans la théosophie, dans sa doctrine secrète, en parle énormément. Et c'est quoi, en fait, la précession des équinoxes? Ça traduit simplement le fait que l'axe de rotation de la Terre sur elle-même n'est pas fixe. Il n'est pas seulement... C'est-à-dire que si on regarde dans l'axe vers le pôle Nord et qu'on va plus loin, on regarde les étoiles qui sont au-delà du pôle Nord en s'enfilant l'axe de rotation de la Terre. En fait, cette direction-là va bouger dans le sens contraire de la rotation de la Terre et elle va accomplir en fait un circuit, en fait Trajectoire. J'entends pas. Trajectoire. Une trajectoire, merci. Une trajectoire de 25 868 ans. Donc, cette petite différence sur une année, en fait, va produire, effectivement, quand cet axe de rotation va faire tout son tour, au bout de 25 868 ans, il va se retrouver au même point. Alors, c'est ce qu'on appelle la grande année sidérale, en fait. Et ce processus de déplacement de cet axe de rotation s'appelle la précession des équinoxes. Pourquoi? Parce que si on regarde quelle est, et ça tous les scientifiques aujourd'hui le savent, mais ne comprennent pas la valeur de cette information, si on regarde quelle est par exemple la constellation, par exemple, le jour du printemps, en face duquel, effectivement, se lève le soleil le premier jour du printemps, en fait, on voit qu'il va y avoir un mouvement de déplacement en arrière, donc cette précession, c'est une rétrogradation, et au bout de ces 25 800 et quelques années, on va retrouver le même signe du zodiaque, en fait. Donc, on est très, très étroitement lié à cette horloge cosmique qui est le zodiaque. Alors, il y a évidemment dans la littérature théosophique, là on nous a cité des lectures de l'océan de théosophie. On va juste relire ce passage parce que bon, il a été lu, mais ça vaut peut-être la peine de se rafraîchir un peu la mémoire. La grande année sidérale, c'est la période requise pour que les points des équinoxes décrivent dans un mouvement de précession, c'est-à-dire de recul, une révolution complète de la voûte céleste. Cette révolution dure à peu près 25 868 années solaires. Alors bon, à la fin de cette grande période, la Terre se trouve dans de nouveaux espaces du cosmos, non par la suite de sa propre révolution autour du Soleil, mais parce que la Terre est liée au Soleil et que le Soleil lui-même, en fait, se déplace. Par rapport à ces étoiles, il suit son parcours, qui est cette grande année sidérale. Et il entraîne évidemment le système solaire avec lui. Mais en raison de la progression réelle du Soleil, le long d'une orbite qui lui est propre au Soleil, qu'aucun observateur de notre époque ne peut mesurer, mais dont certains soupçonnent l'existence. En fait, cette grande année sidérale
pour la théosophie, on va en retrouver des mentions à différents endroits. Elle représente une espèce d'horloge, en fait, de grands cycles, puisque ça fait pratiquement 25 000 ans, et qui sert à rythmer des périodes de vie, de la vie collective de l'humanité sur la Terre. Alors, elle prend comme exemple, en fait, elle dit dans la doctrine secrète que cette grande année correspond à une sous-division de ces grandes familles de l'humanité qu'on appelle les races racines, alors qui se subdivisent alors, en ce qu'elle appelle une race-famille. Alors, elle cite par exemple la race européenne, et elle dit que cette race européenne va croître, se développer et finalement décroître et disparaître. Bien sûr, c'est un véhicule d'incarnation, c'est-à-dire qu'il y aura évidemment des corps qui vont être disponibles après dans d'autres parties de l'humanité, mais ça veut dire que c'est la durée de vie de cette grande famille de l'humanité qu'on appelle la famille européenne, en fait. Donc ça donne une idée, et comme ça, évidemment, puisque l'humanité n'a pas 20 000 ans, mais l'humanité dans sa vie depuis les premiers moments où l'homme a la conscience réfléchie, se mesure en millions d'années. Donc effectivement, on est là sur des découpages et redécoupages et encore redécoupages, ou si on veut, des cycles à l'intérieur de cycles et à l'intérieur de cycles, etc. Mais ça donne une idée de l'importance et évidemment, c'est aussi, il faut reprendre aussi la deuxième lecture qui a été faite tout à l'heure, c'est tout au long de la marche progressive de l'humanité. Donc en fait, l'humanité, c'est une très 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 grande collectivité d'âmes qui avance par des périodes. Il y a des âmes incarnées et en bien plus grand nombre des âmes désincarnées. Et tout ça passe par des phases successives. Alors tout au long de cette marche progressive, des changements se produisent sur Terre et parmi les hommes qui sont clairement indiqués par les constellations quand elles sont lues selon les vraies règles du symbolisme. Donc, ce fameux zodiaque, pour lequel aujourd'hui, quand on lit certains auteurs scientifiques, tout ça c'est de la foutaise, parce que, par exemple, il y a la précession des équinoxes. Donc, quand on prend le zodiaque occidental, alors moi je suis né en février, donc forcément c'est le signe des poissons. En fait, pas du tout, parce qu'il faut regarder le zodiaque sidéral, et à ce moment-là, c'est évidemment pas la bonne lecture. Alors, donc les scientifiques ont beau jeu de dire ça correspond pas, effectivement, en 265 de notre ère, effectivement, le cancer se trouvait là, donc c'est pour ça qu'on a donné le nom au tropique du cancer, parce qu'effectivement, le cancer se trouvait en face de cette... Voilà. En fait, c'est tout ça, c'est qu'effectivement, il y a la lecture, on va dire l'année commune, et puis il y a l'année, on va dire, ésotérique, en fait, qui correspond à ces cycles. Alors voilà ce que Judge écrit. Il dit « L'idée avancée, donc à propos des vraies règles du symbolisme, n'est pas que ce sont les conjonctions qui produisent les effets, mais que tous les problèmes concernant l'homme ont été résolus par les maîtres de sagesse depuis une très haute antiquité, donc des millions d'années, et qu'ils ont trouvé dans les cieux les moyens de connaître les dates exactes auxquelles les événements se répètent infailliblement. » Donc ça veut dire qu'il y a des cycles, ça ne veut pas dire que le contenu des cycles est à l'identique, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu une journée, voilà, le soleil se levait, etc. Il suffit de regarder la météo, on sait à quelle heure il se lève, on sait à quelle heure il se couche, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc évidemment, il n'y a pas de déterminisme à 100%. Par contre, collectivement, il y a effectivement l'importance par le pouvoir de la pensée et des actions des hommes, il y a effectivement des choses
dont on peut prévoir le retour de manière infaillible. En imprimant, donc Judge continue, en imprimant le symbolisme du zodiaque dans le mental des nations anciennes, ils furent capables, ces sages, ils furent capables de laisser une trace de cette connaissance et de préserver la possibilité de prophétie. Prophétie voulant dire en fait la répétition de ce qui a eu lieu suivant un mode antérieur. De même que l'horloger peut lire quand les aiguilles ou les rouages d'une montre atteignent certains points fixes, ainsi les sages peuvent prédire l'heure des événements à l'aide de l'heure zodiacale. Ces grands mouvements de croissance, d'épanouissement et de déclin de l'humanité dans ces grandes lignes, en fait, ils font partie de ces règles karmiques qui sont déterminées par ces grandes hiérarchies spirituelles qui gèrent effectivement les plans spirituels. Alors, on arrive maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en fait, il y a une chose que Madame Blavatsky a donnée et qu'on va signaler. Au début de l'introduction de la doctrine secrète, voilà ce qu'elle dit. On n'aura pas longtemps à attendre et beaucoup d'entre nous seront témoins de l'aube du nouveau cycle, au terme duquel plus d'un compte sera réglé entre les races. Alors, ce nouveau cycle, évidemment, on était au début de l'ère, à la fin du 19e, entre 1897 et 98, on était au début de l'ère du Verseau. Donc l'ère du Verseau, la véritable façon de le voir, effectivement, c'est avec ce zodiaque sidéral, en fait. Et ça veut dire que on est dans une période où il y a, alors par ailleurs, la théosophie dit, on est dans une ère de transition, de changement, en fait. Tout ça, Judge le dit aussi à la fin, et c'est là-dessus qu'on terminera, mais bon, autant écouter ce qu'il dit. Il dit des changements cycliques s'accomplissent actuellement, et au fur et à mesure que les âmes des civilisations antérieures s'incarnent dans cette période où la liberté de pensée et d'action n'est plus aussi entravée en Occident qu'elle l'a été dans les religions, par les religions dogmatiques, les préjugés et la bigoterie. Nous vivons actuellement dans un cycle de transition au cours duquel, comme son nom l'indique, tout dans la philosophie, la religion et la société subit des transformations. Alors évidemment, ça n'est pas demain que ça va changer, puisque cette ère du Verseau, c'est quelque chose qui va durer 2155 ans. Donc, on a encore quelques belles années devant nous, mais ça montre qu'effectivement, il faut connaître ces choses et il faut être mieux armé. Et la théosophie donne des indices, effectivement, pour pouvoir aborder ces choses plus sereinement, en fait. Parce que rien ne dure éternellement et que tout est l'effet de causes qui ont été semées antérieurement et que nous pouvons effectivement semer de nouvelles causes qui sont la façon dont nous prenons les événements qui se présentent. Voilà, on va laisser la place maintenant pour les questions.